Cette session donc, comporte des thèmes variés. Et donc, on commence déjà avec un peu de retard, que j'espère qu'on va rattraper. Et donc, je donne tout de suite la parole au professeur Sarraj de Fès, qui va nous parler de la colonisation bactérienne et exacerbation de la BPCO. Bonjour à tous, merci beaucoup professeur Yassé. Tout d'abord, bien évidemment, réellement je félicite le bureau de la FNACAF pour cet excellent, pour le choix de cet magnifique endroit et pour le programme qui est réellement très plaisant et très instructif. Donc on m'a confié aujourd'hui la tâche de vous parler de la colonisation bactérienne et des exacerbations de BPCO. Quel est l'impact de cette association? Serait-elle morbide? Alors je voudrais réellement remercier le membre du bureau parce que c'est vraiment un sujet qui est passionnant et qui m'a appris énormément de choses. Alors nous savons tous, la BPCO, l'évolution naturelle de la BPCO, elle est émaillée d'exacerbations. Et ce sont des exacerbations, comme vous le connaissez tous, vous savez certainement, elles sont définies par l'augmentation des symptômes respiratoires, c'est-à-dire la toux, les expectorations et la dyspnée. Les causes infectieuses prédominent l'étiologie des exacerbations. Elles sont bactériennes dans 50% des cas et dans l'autre moitié des cas, elles sont virales. Les principales germes incriminés sont les suivants: l'hémophilus, le moraxella, la streptocoque pneumoniae, le pseudomonas aeruginosa. Mais là, je vous apprends rien. Vous savez aussi que ces exacerbations vont différer en fonction de leur degré de gravité, mais également en fonction de leur fréquence. Maintenant, la question est la suivante. Quel est l'intérêt de cette question? Est-ce que et on sait également, en tant que praticien, que nos patients de BPCO, ils ont souvent et très fréquemment des expectorations purulentes sans pour autant être en exacerbation. Alors, est-ce que, et un certain nombre de travaux ont permis l'isolement de virus et de bactéries dans les voies respiratoires inférieures en dehors de toute période d'exacerbation. Et beaucoup de publications ont mis la relation entre cette infection, plutôt cette colonisation, et vous remarquez que je l'ai mise entre guillemets, et la pathogénèse de la BPCO, la progression de la maladie, et un certain phénotype exacerbateur. Si on arrivait à identifier ces patients BPCO colonisés, est-ce que ce serait, et donc étudier ce microbiome pulmonaire, serons-nous capables de phénotyper mieux que cela les BPCO, et est-ce que ce sont vraiment des patients à risque d'exacerbation et à risque de mortalité? Et à ce moment-là, pourrons-nous, au vu de ces données, proposer une autre thérapeutique à ces BPCO, et notamment quelle serait la place de l'antibiothérapie prophylaxie? Tout d'abord, avant d'aller un peu plus loin dans le sujet, définissons la colonisation chez un patient BPCO stable. La première question, quel est le type de prélèvement que nous avons utilisé et quelle technique utiliser? Alors, de manière classique et historique, ce sont les cultures quantitatives et qualitatives sur des prélèvements respiratoires. Mais qu'on fasse des prélèvements ou des études sur des expectorations spontanées versus une aspiration bronchique ou un lavage, ce n'est pas la même chose. Deuxième élément, quelle est la technique en dehors de la culture? Il y a de nouvelles techniques dont on a eu un peu vent hier au cours de la présentation sur la résistance bactérienne. Alors, l'orateur vous avez beaucoup parlé de la PCR, mais pas que. Il y a le typage moléculaire, il y a l'électrophorèse en champ pulsé, et puis il y a l'hybridation in situ et une microscopie par immunofluorescence. Ce seraient des techniques qui seraient beaucoup plus sensibles. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, quel seuil pour définir la colonisation, une culture positive pour une colonisation? Alors, quand on regarde les articles, ce seuil est très très arbitraire. Alors, les études, ça varie. En expectoration spontanée, ça va à 10 puissance 2 jusqu'à 10 puissance 5 unités formant colonie par millilitre. Dans les aspirations bronchiques, 10.2 et puissance 2. Et dans les brossages bronchoscopiques et le lavage, 10 puissance 2 ou 10 puissance 3. Troisième question, troisième point, est-ce que si on trouve un micro-organisme, si on arrive à l'isoler dans les bronches d'un PPCO, est-ce qu'il est pour autant pathogène? Eh bien, on isole deux groupes de micro-organismes, des micro-organismes qui sont potentiellement pathogènes, et souvent, pas souvent, parfois on a plusieurs micro-organismes qui coexistent, et ces micro-organismes sont connus pour majorer l'inflammation, l'entretenir, et en général, quand on a l'acquisition d'un nouveau germe, eh bien, ça va être suivi par une exacerbation. En chef de file, en fréquence, vient l'hémophilus.
Et puis les autres que j'ai cités tout à l'heure. Le Pseudomonas aeruginosa, que nous craignons tous, en fait, on le retrouve dans les maladies avancées. Et puis, il y a un autre groupement de pathogènes qui, eux, peuvent exister dans les bronches, mais qui ne sont pas pathogènes. Chez l'immunocompétent, ils proviennent de la flore oropharyngée ou gastro-intestinale. Alors, est-ce qu'on a prouvé que les bronches des PPCO stables sont colonisées par les bactéries et également les virus? Alors, je vous propose cette belle étude. C'est une cohorte observationnelle multicentrique en Europe et aux USA, 200 patients. Alors, c'est à peu près entre 2011 et 2014. Dans les petites flèches bleues, ici, alors non, vous ne voyez pas mon pointeur, dans les petites flèches bleues, c'était les inclusions, et puis là, c'était les périodes d'exacerbation. Et pour ces patients, donc, ils ont refait des échantillons, des expectorations, qu'ils ont analysé de manière régulière. Et donc, ils ont cherché deux panels, les virus et les bactéries. Et le résultat est le suivant, 85,8% des prélèvements étaient positifs. Et on retrouvait un certain nombre de pathologies dans l'état stable, hein, c'est ce qui est représenté en vert. Et l'hémophilus et le moraxella étaient prédominants dans les épisodes d'exacerbation, mais on le retrouvait également à l'état stable. Le Pseudomonas, quant à lui, était retrouvé dans les suites d'exacerbation, dans le suivi des exacerbations. Deuxième étude multicentrique, cette revue multicentrique, cette méta-analyse, qui a évalué la prévalence et l'impact de cette colonisation chez un BPCO stable. 36 études incluses, ce sont surtout des cohortes et des études observationnelles. Et on voit bien ici que la culture quantitative était positive pour ces fameux pathogènes micro-organismes potentiellement pathogènes dans 41%, et on retrouvait l'hémophilus dans toutes les études, carrément 100%. Et donc, l'hémophilus était le micro-organisme potentiellement pathogène le plus fréquent retrouvé dans toutes les études. Quand on compare l'écologie, si j'ose m'exprimer ainsi, des bronches saines, du BPCO stable, de l'exacerbation et de la DDB, sur deux techniques qui sont beaucoup plus sensibles, c'est-à-dire la brosse bronchique et le lavage broncho-alvéolaire, eh bien, sachez que on pensait que les bronches d'un sujet sain étaient complètement stériles. Ce n'est pas vrai. On retrouve des bébêtes, si je peux m'exprimer ainsi, également dans les bronches de patients sains, mais c'était surtout des micro-organismes non pathogènes. Alors là, c'est les mêmes études, c'est le même résultat qu'on utilise le lavage broncho-alvéolaire ou qu'on utilise le brossage. Alors, de ce fait, deuxième question, est-ce que tous nos BPCO sont colonisés? Et là, le problème, ça va dépendre du type de prélèvement utilisé, de la technique. Si on utilise l'expectoration spontanée, on peut arriver dans certaines études jusqu'à 100% de patients qui sont à culture positive. Mais c'est uniquement 38 à 74% ont des micro-organismes potentiellement pathogènes. Le brossage, donc le seuil descend à 22 à 83% avec une proportion, comme vous le voyez ici, de micro-organismes pathogènes. Et la fibroaspiration, c'est un peu, là aussi, rejoint le brossage. Et donc, le taux de colonisation serait beaucoup plus important par rapport sur les nouvelles techniques non basées sur la culture, et surtout pour l'hémophilus, et vous allez voir pourquoi. Et puis, les auteurs ont défini un certain nombre de facteurs de risque de colonisation par ces fameux micro-organismes potentiellement pathogènes. C'est les patients qui fument toujours, les patients les plus graves, la présence de DDB comme une association morbide avec la BPCO, et ça on le voit bien, la présence d'autres comorbidités et ces expectorations purulentes que rapportent nos patients. Alors, comment ça se passe? En fait, l'acquisition de bactéries va libérer de puissantes molécules pro-inflammatoires, notamment les endoxines, qui vont entraîner l'activation des macrophages et des cellules épithéliales qui vont donc sécréter un certain nombre de cytokines et de médiateurs de l'inflammation, l'IS6, 8, 10. Mais en tout cas, sachez qu'on utilise la mesure de ces marqueurs de l'inflammation pour pouvoir évaluer les choses. Et puis, on va avoir une activation des PNN et des macrophages, la libération de protéases et les lésions tissulaires. Et quand on arrive à ces lésions tissulaires, la présence de ces lésions est en soi un facteur favorisant d'acquisition de nouvelles bactéries. Et quand on dit acquisition de nouvelles bactéries, c'est-à-dire infection et donc risque d'exacerbation. Et de ce fait, les auteurs
enfin, les études montrent que c'est un processus dynamique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va avoir un micro-organisme et on peut avoir au cours de l'évolution une modification de la souche, une modification de la charge bactérienne, voire de nouvelles acquisitions et donc la multiplicité de germes dans les bronches. Et quand on a une acquisition d'un nouveau germe, en général, il est suivi d'une exacerbation. La bactérie responsable, je l'ai déjà dit, l'Haemophilus influenza est le plus fréquemment retrouvé, mais sachez que c'est le Pseudomonas qui induit la réaction inflammatoire la plus importante. Cette variabilité longitudinale du microbiote dans les expectorations du BPCO, stable, et on a prouvé que cette variabilité est associée à une morbidité plus importante. Regardez-moi ici, les patients ont été scindés en deux groupes. Un groupe où l'étude répétée des expectorations a montré que le microbiome était relativement consistant ou stable, et un deuxième groupe où le microbiome était plus variable, c'est-à-dire modification des souches, de la charge et l'acquisition de nouveaux germes. Il n'y a pas photo, le taux d'exacerbation chez les patients qui ont une variabilité importante du microbiote est plus important, avec un P significatif, que ce soit dans l'exacerbation, sur le nombre d'exacerbations par an, mais également dans les infections virales. Donc la variabilité est associée à une fréquence plus élevée des exacerbations. Maintenant, on voit bien que quand on isole un germe, et notamment un germe potentiellement pathogène dans les bronches, il y a une réaction inflammatoire derrière, il y a un risque d'exacerbation derrière. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de colonisation? Alors, beaucoup d'auteurs s'accordent à dire que finalement, le terme n'est pas approprié, et ce serait plus judicieux de parler d'infection bronchique chronique. Pourquoi? Parce qu'il y a une réaction inflammatoire et il y a une augmentation du risque d'exacerbation. Et l'infection bronchique chronique serait définie par la présence de ces micro-organismes potentiellement pathogènes dans les sécrétions bronchiques et se manifesterait par une production d'expectoration purulente. Et la colonisation, quant à elle, va plutôt être intéressée la présence de micro-organismes non pathogènes chez le BPCO stable. Alors, comment ça va se passer? On sait très bien que le facteur étiologique le plus important est le tabac, qui va entraîner fatalement des modifications et une diminution de la défense pulmonaire. Mais la présence de ces micro-organismes potentiellement pathogènes en état chronique va là aussi augmenter l'inflammation bronchique, augmenter la sécrétion muqueuse et favoriser les exacerbations. Et on va rentrer ici dans cette espèce de cercle vicieux qui va entretenir l'inflammation, entretenir les infections et favoriser les surinfections. Et probablement, les auteurs pensent que c'est ce facteur-là qui va induire la production de dilatation de bronches qu'on voit de plus en plus chez les patients BPCO et qui vont aggraver le pronostic de ces malades. Autre chose qui va intervenir, c'est les traitements qu'on donne à nos patients. Les thérapeutiques qu'on va donner, notamment les antibiotiques, mais également les anti-inflammatoires de type corticothérapie inhalée va également augmenter la résistance et ils vont sélectionner un certain nombre de germes. Alors, quelle est la relation maintenant entre cette infection pulmonaire chronique, et là vous voyez que je ne parle plus de colonisation mais d'infection pulmonaire chronique, et les exacerbations de BPCO? Je vous ai déjà commenté cette belle étude de la cohorte américaine et européenne. Et ben, il n'y a pas photo. Quand on a une infection, regardez ici, donc ce sont les types de bactéries et la relation positive avec l'association de l'exacerbation et des exacerbations fréquentes. On voit bien que l'infection bronchique chronique à un certain nombre de germes expose à des exacerbations plus fréquentes et à des événements des exacerbations aiguës. Dans cette étude qui remonte déjà à 2014, la relation a été établie entre la colonisation et les symptômes. C'est une étude sur 41 patients. Alors, ils ont suivi ces patients. Ils ont réalisé donc des prélèvements mensuels. Ils ont suivi ces patients, prélèvements toutes les 2 semaines. Ils ont réalisé et la culture et la PCR. Et puis, les patients devaient enregistrer leurs symptômes. Ils ont enregistré leurs symptômes quotidiens de manière électronique sur un score, le BCSS, B pour la dyspnée, C pour la toux et SS pour les expectorations. Et donc, regardez avec moi, ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, oui ça va, ici ce sont les patients qui ne sont pas colonisés. Les patients non colonisés par rapport aux patients colonisés, ils sont plus symptomatiques.
en dehors de toute exacerbation. Donc le score est plus élevé. Mais là aussi, les exacerbations des patients non colonisés versus les exacerbations des patients colonisés, ils sont beaucoup plus symptomatiques. Et ça se vérifie avec les deux techniques, qu'on ait isolé les germes en culture ou en PCR. Ils ont également dosé l'IL-8, dont on a parlé tout à l'heure, comme marqueur de l'inflammation. Et là aussi, l'association, la réponse inflammatoire est plus élevée chez les patients dits colonisés. Et donc, la colonisation par 4 principaux pathogènes qu'on a déjà cités et entraîne une augmentation significative cliniquement des symptômes des PPCO en l'absence d'exacerbation. C'est une étude intéressante parce qu'elle a pris en compte des variables démographiques, des variables météorologiques qui pourraient affecter les symptômes des patients. Et enfin, ils ont également utilisé la PCR qui est beaucoup plus sensible pour détecter les agents pathogènes, notamment l'Haemophilus influenzae. Et donc, au terme de ce travail, les auteurs proposent de développer, au-delà des approches traditionnelles du traitement, des BPCO, une approche plus appropriée chez ce type de patients. Vous connaissez peut-être la cohorte IRIS, c'est une cohorte sur 2 années maintenant, c'est pour les exacerbations aiguës et les infections respiratoires chez le patient BPCO. Alors cette cohorte, elle a pris, je pense, un peu plus de 120 patients qui ont été suivis la première année, des PPCO confirmés avec un suivi mensuel et avec des prélèvements qui ont été faits en dehors de toute exacerbation. Et ils ont essayé de faire la relation entre l'infection et les exacerbations. Il y a une publication sur la première année qui a montré ce lien. Et puis, ils ont continué le suivi à 2 ans, à la 2e année. L'objectif de cette suite de cohortes, c'est d'aller voir est-ce qu'il y a une variation des germes et si cette variation des germes entraînerait des profils exacerbateurs fréquents. Alors, je vais vous dire que par rapport à la fréquence des exacerbations, et quand on compare la première année à la 2e année, ils ont constaté que les exacerbateurs peu fréquents avaient tendance à avoir une faible infection bactérienne chronique par rapport à l'infection virale et que, à l'opposé, les exacerbateurs plus fréquents avaient tendance à avoir une incidence plus élevée des infections bactériennes par rapport à l'infection virale. Et cette relation des exacerbateurs fréquents avec l'infection bronchique chronique a été établie uniquement avec l'hémophilus. Donc, c'est-à-dire que quand on trouve l'hémophilus à l'état stable, la probabilité qu'il fasse d'exacerbations fréquentes, et la définition est celle de plus de 2 exacerbations par an, est plus importante. Cette association n'a pas été retrouvée avec les autres germes, notamment le Moraxella catarrhalis et les infections virales. Donc la conclusion, c'est qu'il faut aller s'intéresser à cet Haemophilus influenza puisqu'une variation du taux d'exacerbation annuel peut être associée à des variations de colonisation et c'est un facteur, l'hémophilus est un facteur de risque d'exacerbation et c'est un facteur modifiable. Donc on pourrait éventuellement agir sur ce germe pour essayer de diminuer le risque d'exacerbation. Et après ça, il y a eu beaucoup d'articles, je n'ai pas le temps de vous les mettre, qui ont étudié l'effet particulier de l'hémophilus et cette capacité d'induire l'inflammation et plutôt de coloniser, entre guillemets, ou d'infecter chroniquement, pour rester cohérente avec mon propos, les bronches des patients. Une attention particulière au pseudomonas, mais si on sait que le pseudomonas a un rôle dans les exacerbations et qu'on survient pratiquement chez les BPCO sévères, et ça c'est une donnée qui n'est pas récente, on connaît le rôle du pseudomonas dans la progression de la BPCO et on sait que quand un patient BPCO, comme un patient DDB, lorsqu'il acquiert le pseudomonas, il a 1/3 des souches vont persister indépendamment de la réponse. Mais ce qui a été retrouvé récemment, c'est que la relation entre l'infection chronique à pseudomonas et le risque accru de mortalité. Regardez-moi ici, les 2 courbes sont vraiment bien distinctes. Alors, sur la courbe en vert, ce sont des patients qui sont, entre guillemets, qui ont une infection bronchique chronique au pseudomonas. C'est un pseudomonas qui persiste dans les bronches versus les patients qui n'en ont pas. Et regardez, le risque de mortalité est beaucoup plus important chez ces patients-là. Alors, est-ce que si on arrivait à agir sur cette colonisation, est-ce qu'on pourrait réduire les symptômes et réduire les exacerbations? D'une autre façon, est-ce qu'on doit traiter cette infection bronchique chronique? Un très beau papier, 2022, tout récent, où ce sont des experts qui ont donné leur opinion. Et ils sont en accord avec le concept d'infection bronchique chronique, c'est-à-dire l'isolement de ces micro-organismes qui sont potentiellement pathogènes sans aggravation de symptômes. Parce que, comme je vous l'ai montré, il y a une augmentation de la fréquence
fréquence des exacerbations, il y a de l'inflammation plus importante, il y a les exacerbations plus fréquentes et plus graves, et il y a même un effet sur la fonction. Mais le problème ici, c'est comment définir cette infection bronchique chronique. Il propose que, comme définition, une culture positive ou plus d'une culture pour le même agent pathogène séparé de 1 mois et qu'on va retrouver sur au moins une année. C'est une proposition de définition. À la question, devons-nous traiter l'infection bronchique chronique de BPCO? Et là aussi, la réponse est controversée. On n'a pas de recommandation. Est-ce qu'il faut se comporter avec le BPCO qui a de la dilatation de bronche de la même manière qu'un BPCO qui n'en a pas? Est-ce qu'on pourrait suivre les recommandations qui ont été publiées pour les dilatations de bronche concernant l'antibioprophylaxie ou le traitement de prévention? Ça paraît judicieux pour les auteurs. Maintenant, il est clair que si on doit traiter cette infection bronchique chronique du BPCO, on doit se baser sur 3 éléments. L'impact clinique de ce traitement, le type de germe qui a été isolé, est-ce que c'est un pseudomonas ou est-ce que ce n'est pas un pseudomonas? Que faisons-nous de l'hémophilus? La présence de DDB et l'isolement unique ou multiple de ce germe. Et donc ainsi, l'indication la plus importante et la plus forte, ce serait un patient BPCO, exacerbateur fréquent, qui est porteur d'une infection bronchique chronique par Pseudomonas aeruginosa et qui présente une dilatation de bronche au scanner. Et l'indication la plus faible serait un BPCO sans DDB, peu exacerbateur, chez qui on a isolé un germe, mais qui n'est pas le Pseudomonas. Et il propose ainsi cette espèce de carré, en fait. Bref, cette espèce de classification, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, qui va ainsi aller des couleurs les plus claires aux couleurs les plus sombres. Plus on va dans la couleur sombre, plus l'indication du traitement est recommandée, est fortement recommandée, où on distingue 2 patients, les patients exacerbateurs fréquents et les patients qui sont peu exacerbateurs, et on va prendre comme critère de jugement l'existence de bronchectasie ou pas, l'isolement de pseudomonas ou pas. Et en fonction d'où on va placer notre patient, l'indication thérapeutique serait plus judicieuse, plus indiquée, plus recommandée, plus justement. À la question comment traiter l'infection bronchique chronique, alors il y a 2 façons de faire. Soit on va agir sur les défenses de l'hôte, mais on sait tous qu'il n'y a pas de thérapie dédiée pour augmenter les défenses d'un patient BPCO. Soit on va essayer d'éradiquer le germe. Alors il y a plusieurs stratégies qui sont déjà en place, notamment les stratégies vaccinales, notamment contre le pneumocoque. Mais on sait bien que ces stratégies vaccinales dont les recommandations sont claires, l'objectif c'est de prévenir la grippe et la pneumonie, mais de là à démontrer le rôle de cette vaccination chez des patients BPCO qui ont une infection bronchique chronique, là aussi ça n'a pas été établi. Alors il y a le vaccin anti-hémophilus, je vous l'ai dit à plusieurs fois, on retrouve beaucoup l'hémophilus influenzae. Alors, il y a un vaccin à cellules entières tuées par voie orale qui pourrait conférer une certaine protection. Et donc là, les études sont en cours et les publications sont toutes récentes qui donneraient des résultats qui sont probants. Quand on donne un traitement bronchodilatateur, on a un effet bronchomoteur qui pourrait améliorer la clairance et il y a également un effet de réduction de l'hypersécrétion du mucus par le lama. Et puis, à la réhabilitation, il y a un effet sur la clairance mucociliaire. Vous voyez bien que je n'invente pas quelque chose de nouveau finalement. À la question épineuse, quel antibiotique donner lorsqu'on a une forte recommandation de traiter un patient qui a une BPCO, exacerbateur fréquent, etc. Et bien là aussi, toutes les données qui sont disponibles, finalement, n'intéressent pas cette population de BPCO qui ont une infection bronchique chronique. Toutes les études dont on dispose intéressent soit les exacerbations de BPCO en dehors de tout élément, soit la DDB, soit la mucoviscidose. Et donc, il faut prendre ces résultats avec ce qu'elles valent. Alors, dans l'étude PULSE que vous connaissez probablement, ils ont étudié la moxi 5 jours tous les 2 mois versus un placebo. Et quand ils ont regardé uniquement les patients exacerbateurs qui ont des expectorations purulentes, il y a quand même une réduction significative de 45%. L'effet des macrolides est là aussi bien connu, mais de là, ça n'a pas été étudié chez des groupes de patients, j'ai fini madame, des groupes de patients qui ont une infection bronchique chronique. Et l'antibiothérapie inhalée, là aussi, ça a été étudié uniquement chez les patients mucoviscidosiques. Mais ce qui ressort et la forte recommandation des experts dit que quand on traite un patient pour une exacerbation de BPCO, on doit viser l'éradication bactérienne.
en plus de l'amélioration clinique. Notre jugement à nous, c'est cliniquement, il est mieux. Mais il faut viser l'éradication bactérienne parce que la persistance de ce micro-organisme, même avec une très faible charge bactérienne, va l'exposer à cette infection bronchique chronique par ce même germe. Plusieurs questions persistent. Quelle est la bonne définition de cette infection bronchique chronique? Je pense qu'elle reste encore à débattre. Est-ce que tous les agents ont le même impact sur l'histoire naturelle de la BPCO? On a bien vu que deux se dégagent, le Pseudomonas aeruginosa et l'hémophilus. L'hémophilus par la fréquence et le Pseudomonas par la gravité. Mais les auteurs ne sont pas d'accord, tout simplement entre les germes qu'ils vont mettre dans le paquet non pathogène versus le paquet pathogène. Donc il y a encore des discordances par rapport à ça. Et est-ce qu'il existe un phénotype infectieux de la BPCO? En tant que clinicien, on voit des patients qui ont plus d'expectoration purulente, qui sont plus dans ce profil infectieux, mais ça doit être prouvé. Et puis, enfin, on doit refaire ces examens à quelle fréquence? Et est-ce qu'on doit les faire chez tous les BPCO? Comment pouvons-nous traiter cette infection bronchique chronique? Ou est-ce qu'on doit uniquement les traiter chez les exacerbateurs fréquents? Comment on va définir l'éradication bactérienne? Vous avez vu comme on a encore des difficultés pour retenir le seuil ou le cut-off pour dire qu'il y a une infection bronchique chronique. Et comment évaluer le succès du traitement? Est-ce qu'il faut traiter différemment les BPCO DDB versus BPCO non DDB? Et puis, faut-il éviter les corticoïdes inhalés chez des patients qui ont des infections bronchiques chroniques et BPCO? Donc, au final, on retient quoi? On retient que finalement, il faut distinguer entre colonisation et infection bronchique chronique. Ce n'est pas la même chose. Il faut qu'on sache que dans les bronches, même du sujet sain, je vais y arriver, on a des germes, mais qui ne sont souvent pas pathogènes. Et donc, il faut distinguer ces deux groupes de pathogènes, particulièrement chez le patient BPCO, des potentiellement pathogènes et des non pathogènes. Il faut également savoir que quand on étudie le microbiome pulmonaire, c'est évolutif dans le temps. C'est-à-dire que quand on l'a fait maintenant, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ça va être différent. Il y a 4 pathogènes qui sont fréquemment isolés, dont l'hémophilus est prépondérant, la gravité de Pseudomonas. La relation entre infection, symptômes et exacerbation a été établie. Il faut qu'on développe les méthodes diagnostiques, les techniques, les prélèvements. Est-ce qu'on doit utiliser la PCR? Et enfin, l'intérêt de rechercher la dilatation de bronche comme une association morbide très importante. Et enfin, le message que je voudrais également faire passer ici, c'est qu'on ne peut pas parler d'infection bronchique chronique en parlant uniquement des bactéries. Il ne faut pas oublier les co-colonisations avec des travaux futurs qui doivent cibler la bactérie. Beaucoup de publications intéressent également l'aspergillus avec une fréquence très importante dans les bronches. Et donc, on pourra ainsi phénotyper nos patients BPCO. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mounia, pour ta brillante présentation. Alors, la question que je me pose, moi, surtout, c'est pas comment modifier le microbiome respiratoire, c'est l'influence du microbiote intestinal, justement, sur les exacerbations de BPCO, sur la colonisation de ces bronches. Alors, quelle est cette influence et comment y remédier? Est-ce qu'un régime alimentaire peut améliorer les exacerbations de BPCO ou un traitement, voire par probiotiques, prébiotiques? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça a été à un moment donné une grande mode d'étudier le microbiote et la relation entre le microbiote intestinal et le microbiote pulmonaire, avec une relation qui est établie entre la présence de germes intestinaux et la présence voilà. Alors j'avais enlevé cette diapositive parce que vraiment il y a beaucoup de choses et j'allais être hors temps, hors tout ce que tu veux si j'avais commencé à commenter ce type. Regarde ici ce qui se passe. Alors la première partie de la diapo je l'avais déjà commentée et là on voit bien que le rôle virus, bactéries et moisissures vont impacter tout ça. Et il y a une relation effectivement qui est je dirais verticale entre le microbiote, je vais essayer de mettre le microbiote intestinal et l'atteinte pulmonaire. Et effectivement, il y a une relation qui a été clairement établie entre ces patients-là. Alors, c'est un grand sujet de traiter ou ne pas traiter le microbiote intestinal, mais je pense qu'il y a des études en cours qui vont cibler le traitement de microbiote intestinal, parce qu'il entraîne un petit peu tout ce déséquilibre-là et l'impact sur la BPCO. Les premières études sont plus ou moins positives, sans être vraiment extraordinairement positives. Franchement, il n'y a pas de...
a pas de révolution dedans. On n'est pas encore aujourd'hui à se dire on va traiter l'intestin et ça va donner des résultats extraordinaires. Donc il y a cette relation verticale entre le poumon et l'intestin, entre le microbiote intestinal et le microbiome pulmonaire, mais la relation de traiter l'intestin et quel serait l'impact sur le poumon, c'est un grand point d'interrogation. Merci. Courte, c'est le plus grave. Donc c'est lui qui entraîne le plus d'exacerbations graves et agit aussi sur la mortalité. Comment donc surveiller ce passage au pseudomonas? Et comment faut-il agir chez les BPCO exacerbateurs? Merci. Merci pour... Dans toutes les études, 100% des études. En fait, l'hémophilus est présent et il a une capacité, un peu comme le pseudomonas, d'avoir cette espèce de couche qui va le protéger et qui va faire qu'il va persister. Il va continuer et donc il va fragiliser encore plus les bronches et entraîner la réaction inflammatoire. Et donc il va exposer le patient à des exacerbations et à des exacerbations fréquentes. Et on le sait tous que lorsqu'un patient fait des exacerbations et des exacerbations fréquentes, eh ben, risque d'antibiothérapie et donc d'hospitalisation et donc d'isolement au fur et à mesure du pseudomonas. À la question comment on doit surveiller, c'est vraiment la question que j'ai posée à la fin. Il y a encore des questions. Il n'y a pas de recommandations claires. Clairement, il n'y a pas de recommandations. Il n'y a pas de recommandations qui vont nous dire combien de fois je vais faire des prélèvements chez mon patient. Il n'y a pas de recommandations qui vont me dire par quelle technique je vais utiliser. Et il n'y a pas de recommandations qui me disent comment je pourrais confirmer l'éradication. Mais le bon sens clinique fait que quand j'ai un patient à exacerbation sévère, et c'est ce qu'on fait dans la pratique quotidienne, un exacerbateur sévère, quand j'ai un patient qui a des expectorations purulentes tout le temps, même en dehors des exacerbations, il faut que j'aille voir un peu dans les bronches qu'est-ce qui se passe et est-ce que je trouve le pseudomonas, le l'hémophilus ou autre germe. Et là, la donnée récente, c'est quand nous, on traite une exacerbation de BPCO, on va juger l'évolution du traitement de notre exacerbation par des critères purement cliniques. On ne va pas chercher si le germe est toujours là dans les bronches ou pas. La recommandation forte ici, c'est d'aller vérifier si on a éradiqué le pseudomonas, l'hémophilus, etc. Ce qui ne rentre pas, ce qu'on ne fait pas d'habitude. Et donc, lorsqu'on arrive à dire que quand on fait un examen et on ne retrouve pas le germe, il faut documenter. En fait, mon gros message, c'est qu'il faut documenter de manière l'écologie des bronches. Il faut qu'on sache notre BPCO, est-ce qu'il a un hémophilus, est-ce qu'il a un pyocyanique, et si, auquel cas, si on traite, si l'exacerbation est due à tel ou tel, si on traite, il faut aller revérifier s'il n'en a plus dans les bronches. Bravo, merci, félicitations, excellente présentation.